Bonsoir et merci de m'accueillir. Je suis ravi de vous présenter mes histoires de climatologue extraites, en tout cas cette histoire à partir des archives. On vous a présenté rapidement donc ma biographie. J'insiste sur ce point, je vais vous parler d'histoire du climat, mais c'est une histoire du climat que je construis de manière systématique et depuis maintenant près de 2 décennies en collaboration avec des climatologues ou d'autres disciplines. Donc c'est vraiment véritablement un travail interdisciplinaire et pas un travail dans le cadre d'un cénacle strictement réduit à quelques historiens. Permettez-moi tout d'abord de remercier donc l'association pour m'avoir invité et à travers elle, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette manifestation. Alors, si vous regardez d'emblée la première image, le ton est donné en quelque sorte, c'est-à-dire que cette image télescope en quelque sorte 2 expériences de catastrophes climatiques, à savoir pour nous, Français, un événement majeur dont vous avez très probablement entendu parler. Il s'agit de la catastrophe, celle qu'on appelle la catastrophe Xynthia, une tempête de submersion qui a submergé une bonne partie du littoral atlantique dans le courant du mois de février 2010. À l'époque, les médias, les élus et, ma foi, une partie de la communauté scientifique avaient considéré que ce type d'événement était totalement inédit et qu'a priori, il ne s'était pas produit depuis parfois des siècles. Et en vis-à-vis, une image beaucoup plus ancienne, c'est un extrait d'une gravure allemande qui dépeint un phénomène absolument semblable. C'est la Mandrenke des années donc, dans le Schleswig-Holstein qui est intervenue en 1634 et qui a submergé tout le trait de côte de ce land actuellement. Alors submergé au point de mettre, en tout cas de provoquer le décès de milliers d'individus et plus grave, le départ des populations locales dans le cadre de ce qu'on appellerait aujourd'hui, c'est une forme d'anachronisme pour un historien, mais la forme d'une migration climatique au sens strict du terme. Un grand nombre d'habitants à l'époque avaient trouvé refuge aux Pays-Bas. Voilà, donc pour l'introduction, ce que je veux en tout cas mettre en exergue dans le cadre de cette première diapositive, c'est le fait que l'histoire du climat peut être utilisée par tous les camps liés à la question climatique, aussi bien par les partisans du changement climatique que par les climato-sceptiques. Donc c'est vraiment un outil, une discipline qui est à manipuler, si vous me passez l'expression, avec des pincettes. On est en permanence au point de rupture entre les uns et les autres. Nous faisons simplement, nous historiens, notre travail, c'est-à-dire que nous travaillons sur une matière première dont je ne parlerai pas dans le cadre de mon exposé, ce sont les archives. Et il faut savoir que les archives, où que l'on se situe, en Europe, en Asie, ces archives regorgent d'informations climatiques, avec un bémol de taille, notamment quand on travaille avec les climatologues, c'est que ces archives, cette documentation est très majoritairement composée de données textuelles, donc non instrumentales, qui n'utilisent pas d'instruments, quasiment jusqu'aux années, par commodité, je dirais le milieu du XVIIIe siècle, voire le début du XIXe siècle. Et encore, travaillant actuellement sur les inondations de la Seine, je n'ai de séries instrumentales véritablement qu'à compter des années 1850. Simplement pour vous donner un petit peu une idée de ces matériaux que l'on utilise. Donc je vous proposerai, si vous en ressentez le besoin, de m'interroger à propos de cette matière première historique dans le cadre de la reprise. Alors première chose, je vais commencer par la fin, à savoir la question du changement climatique. Si vous ne voyez pas l'inconvénient, ce n'est pas particulièrement académique, mais ça me semble important. Rentrer vraiment tout de suite dans le vif du sujet. De quand date la notion de changement climatique? En tout cas, la notion au sens de médiatisation, d'affichage et en même temps d'efforts scientifiques pour démontrer le phénomène. Alors, je travaille actuellement dans le cadre d'un projet qui me permet de reprendre toute la bibliographie qui est relativement bien connue des climatologues, mais qui, eux, ont un peu de mal à faire le tri. Et effectivement, c'est très, très contradictoire. Les médias n'aident pas non plus à comprendre parce qu'ils voient généralement dans tous ces premiers auteurs de l'histoire du changement climatique autant de héros ayant dénoncé de manière évidente ce changement climatique. En fait, le premier, c'est Gilbert Place, un universitaire américain qui, dès 1956, donc, travaille
sur le phénomène d'effet de serre et qui, le premier, démontre l'impact de l'anthropisation sur la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc c'est véritablement, si vous avez besoin d'informations sur cette histoire du changement climatique, c'est vraiment, à mon avis, le personnage clé, puisque cette information, il la publie dès 1956 dans la revue Tellus. Mais il faut savoir qu'il a été précédé par de glorieux ancêtres, je dirais, et ma foi, je profite de l'occasion, notre président hier rappelait qu'on était des Gaulois, nous les Français, eh bien oui, effectivement, celui qui est en tête de liste chronologiquement, c'est un Gaulois, un Français, appelé Fourier, un académique, un scientifique prestigieux. Il a été professeur à l'école polytechnique, il est membre de l'Académie à l'époque royale des sciences, c'est l'actuelle Académie nationale des sciences bien évidemment, et il est le premier à travailler sur les phénomènes, sur le calcul de la température de l'atmosphère. Et que commence-t-il à démontrer? L'existence, même s'il n'utilise pas cette expression, l'existence du phénomène d'effet de serre. Et là, nous le situons dans les années, donc lorsqu'il publie, on se situe dans les années 1820. Puis, cette fois-ci, on monte au nord de l'Europe avec Svante Arrhenius, qui est un Scandinave, et qui, lui, approfondit encore les informations, en tout cas les recherches de Fourier. Il utilise largement ses premiers travaux. Et il est considéré, lui, comme un héros par les médias climatiques. Il considère que c'est lui qui a été capable, dès les années... Alors, il publie en 1896 ce papier qui va être assez révolutionnaire déjà à l'époque, mais pas pour des raisons climatiques, véritablement pour des raisons de physique de l'atmosphère. Il a été énormément médiatisé par la presse, en particulier la presse américaine. Et que dit-il? Entre autres, mais ce n'est pas la priorité de sa recherche et de sa publication, il dit que l'effet de serre provoque une augmentation des températures et que si on continue comme ça, on arriverait donc en 1896, dans un siècle, donc grosso modo à notre époque, on arriverait à une augmentation de 3 à 4 degrés. Bingo! En 1896, il estime de manière relativement fiable par rapport aux calculs qui ont été faits ultérieurement à partir des années 90 par le GIEC, il propose en tout cas une fourchette d'élévation des températures qui correspond à ce qui sera estimé bien plus tard. En pratique, les climatologues qui ont retravaillé sur ces formules mathématiques disent aujourd'hui qu'il a eu un coup de chance inouï. Donc son calcul est en grande partie inutilisable aujourd'hui. Donc l'opération sera reprise par un Américain, Tyndall, qui lui va véritablement calculer cet effet de serre, démontrer son existence, mais j'insiste, comme pour les 3 premiers, aucun ne fait clairement allusion à un changement climatique. La tendance à cette époque, ou en tout cas l'état d'esprit qui règne dans la communauté scientifique, les climatologues n'existent pas, ce sont plutôt des physiciens, mais beaucoup de climatologues encore aujourd'hui, en tout cas en France, sont des physiciens. Et que dit-il? Eh bien, en fait, cette communauté estime qu'on est plutôt dans une phase de refroidissement climatique, c'est-à-dire une continuité de ce que vous verrez après, le petit âge glaciaire. Le premier à véritablement rompre et à dénoncer cette anthropisation, c'est Callendar, qui dès les années à peu près 30, 40, parle de réchauffement qui pourrait être d'origine anthropique. Il est extrêmement prudent. Simplement, ses calculs renforcent, démontrent une fois pour toutes le phénomène de l'effet de serre. Enfin, je mettrai ici Place, dont on vient de parler dans la diapositive précédente, et puis Keeling, qui va produire cette courbe qui va servir de référence, qui est le phénomène de concentration au cours des dernières décennies, de concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et c'est seulement à partir de cette époque, la fin des années 70-80, qu'émerge la question climatique, que l'on voit apparaître le terme dans les médias, en politique, le terme de changement climatique avec l'aboutissement institutionnel qui est bien évidemment la création de l'IPCC ou du GIEC à la mode française en 1988. Voilà pour l'historique très très récent. Qu'en était-il avant? Bien, la tradition veut qu'autrefois on avait affaire à des sociétés qui subissaient le climat sans se poser particulièrement de questions. Force est de constater que ce climat a été extrêmement fluctuant au cours du dernier millénaire. Alors je ne sais pas comment, pédagogiquement, vous représenter de manière synthétique ces fluctuations. Je me suis donc rabattu sur un de vos voisins, sur le glacier d'Aletsch,
et en particulier sur les travaux d'Hans-Peter Holzhauser, qui a produit donc un article absolument remarquable sur l'évolution de ce glacier d'Aletsch, de mémoire dans un article de 2004 ou 2008, je ne me souviens plus exactement. Je l'ai un petit peu remanié pour vous expliquer quels ont été ces rythmes permanents de l'évolution du climat depuis grosso modo l'époque celte, néolithique, jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors, première chose, les bosses et les creux correspondent donc aux progressions du glacier. Plus ça monte et plus la glace gagne du terrain. Et à l'inverse, plus c'est creux et plus le glacier est en position de retraite. Qu'observe-t-on? Eh bien, tout d'abord, des périodes d'optimum climatique très nettement visibles sur ce graphique, avec des périodes au cours desquelles le glacier est franchement très, très, très réduit, notamment pendant ce qu'on appelle l'optimum, l'OAB, l'optimum de l'âge du bronze, entre 1200 et 800. Ensuite, légère reprise, donc péjoration climatique, les températures ont dû à nouveau baisser très très fortement, le glacier s'étoffe à nouveau, on se situe à l'âge du fer, période grosso modo celtique, et à nouveau une amélioration très nette du climat dont vont profiter en fait les Romains, cet épisode correspond globalement à la période d'expansion de l'Empire romain un petit peu partout en Europe. Reprise du petit âge glaciaire, donc c'est ce qu'on appelle le petit optimum romain, entre moins 100 et 200. Puis, alors ce qu'on appelle nous les historiens du climat, le fameux POM, donc reprise glaciaire entre, ça correspond grosso modo aux invasions barbares, mais vous avez sans doute tous en tête le passage du Rhin par les Francs, les Alamans, les Alains, etc., qui franchissent le Rhin et donc débordent le limès romain, à la faveur d'une prise en glace du fleuve du Rhin. Alors cela dit, ça a vraiment marqué mes collègues climatologues, dendrochronologues, considérant que c'est la preuve manifeste d'une dégradation climatique à l'époque. Il faut simplement savoir que le Rhin de cette époque, c'est un fleuve qui est profond de 2 mètres à 2,50 mètres. Il a donc il présente des dispositions plutôt favorables au phénomène de gel. Quand César décrit son passage du Rhin, ses pontonniers n'ont qu'à planter des poteaux pour bâtir le pont, c'est-à-dire dans une profondeur sans doute qui n'excède pas 2 à 3 mètres à peu près. Bon, revenons cette fois-ci à une période vraiment importante pour les historiens, c'est ce qu'on appelle le POM, petit optimum médiéval. Il est important parce qu'il est jalonné à son origine par une superbe aventure qui vous fait sans doute rêver, en tout cas comme moi, c'est l'aventure viking. Les Vikings partent à la conquête de l'Atlantique Nord en transitant par l'Islande et de là par le Groenland et enfin débarquent, archéologiquement la preuve a été faite de leur présence, débarquent, on ne sait pas exactement très bien où, a priori dans les Bouches du Saint-Laurent, mais sans doute aussi dans le nord des États-Unis, c'est le fameux Vinland que l'on retrouve, qui est désigné donc dans les sagas vikings de l'époque. On peut donc en déduire que les Vikings ont profité d'une situation maritime plutôt favorable, en tout cas les sagas, mais qui sont écrites bien après l'aventure dont je vous parle, ne mentionnent jamais d'iceberg, de phénomènes de banquise. Ils ne parlent que de tempêtes, de gros temps. Donc l'optimum est très important parce qu'il va apporter à l'Europe une période extrêmement favorable en termes de température, de pluviométrie, qui va favoriser la fameuse révolution agricole européenne qui sera portée par les ordres religieux, mais également par la noblesse locale, avec l'ouverture des finages, le début de la déforestation assez massive, et l'épisode s'achève. Alors, selon les spécialistes, c'est toujours en débat, au début du XIVe siècle, généralement on situe la fin du petit optimum médiéval autour des années 1320. La fin du POM, petit optimum médiéval, ouvre une phase extrêmement longue que vous connaissez probablement, il s'agit du petit âge glaciaire. Cette période va concerner une bonne partie de l'hémisphère nord, entre les années 1300-1320, jusqu'aux années 1850. Mais là encore, il y a discussion, désaccord entre certains historiens du climat qui considèrent que le petit âge glaciaire ne décline véritablement qu'au début du XXe siècle. Toujours est-il que si l'on prend l'exemple du glacier d'Aletsch, assez nettement,
le pic se situe plutôt autour des années 1850 et la régression ensuite est parfaitement visible, c'est-à-dire que le glacier ne cesse de reculer. Voilà, donc pour la grande histoire climatique, c'est un sacré défi, présenter 1000 ans d'histoire climatique en 10 minutes, mais c'est vraiment la meilleure méthode que j'ai trouvée sous la forme de ce graphique. Passons cette fois-ci à un autre aspect des manifestations climatiques, ce sont celles qui nous concernent le plus aujourd'hui, citoyens contemporains, c'est-à-dire les extrêmes climatiques. Alors les extrêmes climatiques, pour les climatologues, c'est tout ce qui dépasse fortement les moyennes, ou en tout cas qui s'en écarte très très fortement. Si vous reportez au rapport du GIEC, le GIEC ne prend pas de risque. La définition est quasiment inutilisable. Ils disent que tantôt l'extrême climatique est lié à un calcul statistique, et tantôt ils mettent en avant son impact sur les sociétés. Personnellement, en tant qu'historien, ces extrêmes climatiques, je les traite par rapport à la notion de catastrophe, terme qui est utilisé systématiquement par les élus partout dans le monde et par les médias. Pourquoi catastrophe? Alors aujourd'hui, le terme catastrophe est assimilé à un phénomène extrêmement néfaste. Étymologiquement parlant, la catastrophée des Grecs, c'est un épisode important dans une tragédie, c'est plutôt une rupture, un bouleversement, mais qui n'est pas forcément synonyme de dégradation. Dans le concept de la tragédie grecque, la catastrophe peut permettre, par la rupture, d'adopter un nouveau modèle. C'est donc un terme que nous, historiens, affectionnons particulièrement, parce que c'est vraiment notre objectif. On travaille beaucoup sur les stratégies d'adaptation, anciennes et actuelles, et pourquoi pas futures. C'est-à-dire qu'on est intimement convaincu que cette expérience historique peut aussi fournir des retours d'expérience pour les gestionnaires, les décideurs contemporains. Donc la catastrophe a un autre avantage pour nous historiens, c'est qu'elle parle des dommages causés aux sociétés. Or, nos archives ne parlent d'un événement extrême, ça c'est important, seulement parce qu'il a affecté des individus. Si je raisonne dans l'absolu, un événement extrême, une inondation terrible, se déroulerait dans une région totalement dépeuplée, ce qui est un scénario invraisemblable aujourd'hui, au vu de la pression démographique mondiale. Eh bien, ça reste bien un événement extrême, mais en aucun cas, ce n'est une catastrophe. Donc nous allons parler de ce qu'un de nos glorieux ancêtres historiens, Marc Bloch, pour ne pas le citer, appelait la chair humaine, c'est-à-dire la signature sociale de ces catastrophes climatiques. Or, qu'en est-il? Aujourd'hui, ces catastrophes, beaucoup affirment qu'elles augmentent. Et donc, mon intervention ici est vraiment d'actualité parce que j'ai eu une commande particulière de la part de la Fédération française des assureurs, qui m'ont dit, est-ce que vous pourriez essayer de répondre à la question suivante? Est-ce que les événements extrêmes, donc les catastrophes, puisque nous sommes assureurs, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant les valeurs statistiques des événements extrêmes que des dommages que causent ces extrêmes aux sociétés, et donc nous, à nos portefeuilles de contrats, et ainsi de suite. Et ils m'ont demandé donc de répondre à la question quasi métaphysique, est-ce qu'on a plus de catastrophes qu'hier? Sachant que les médias, j'interviens régulièrement, donc je parle vraiment d'expérience, les médias sont intimement convaincus, et beaucoup de décideurs, que ces catastrophes climatiques ne cessent d'augmenter. La réponse de l'historien, elle attendra. On va prendre une série d'événements extrêmes, si vous le voulez bien. Et puis vous ferez votre propre religion à la fin de l'intervention. Alors, prenons le cas des inondations. Alors, je prends des exemples comtois, mais j'alternerai. J'ai quelques exemples suisses, puisque j'ai eu le bonheur, la chance et l'honneur d'être professeur invité à l'Université de Genève il y a quelques années, et j'en ai bien profité, c'est-à-dire que j'ai exploité ces archives suisses. Donc, il s'agit là des inondations. Le département donc, français du Doubs a été frappé extrêmement brutalement, très sévèrement dans le courant du mois de janvier, de même que le bassin de la Seine, la région parisienne. Et dans le Doubs, à l'époque, dans la région, on a tout de suite dit que c'est un phénomène qu'on n'avait jamais vu. Donc on s'est un petit peu penché sur la question. Vous avez là une reconstruction donc, de ces inondations depuis, grosso modo, les années 1520, 1530, jusqu'à 2017-2018. Selon un principe d'indice de sévérité, je le répète, on n'a pas de données instrumentales, donc souvent on procède par la construction d'une échelle de sévérité qu'on travaille avec des hydrologues ou des climatologues et ainsi de suite. Je passe les détails dans le cadre de cette intervention, mais là encore, on pourra y revenir. Qu'observe-t-on? Que finalement, c'est comme le reste du climat, c'est fluctuant.
on a des épisodes intenses, des périodes de rémission, et autre observation de taille, vous partez du 16e, vous finissez autour des années 2000, on n'a pas de signal climatique particulièrement évident. Pourtant, on ne cesse de parler de catastrophe. Je pose donc la question, et là aussi je vous laisserai y réfléchir, la catastrophe est-elle seulement un indicateur climatique ou un indicateur d'autre chose que nous, en sciences sociales, appelons la vulnérabilité, c'est-à-dire l'exposition des biens et des personnes à ce type d'événement climatique? La question reste en suspens, on y reviendra là aussi par la suite. Voilà pour les inondations. Vous avez tous, Madame la Présidente en a parlé donc dans son introduction, on a parlé des sécheresses, on a subi un petit peu partout en Europe une période de sécheresse plutôt carabinée, avec une vague de chaleur, caniculaire, etc. Donc ça, c'était les photos qui circulaient sur les réseaux sociaux pour le Doubs, côté franc-comtois, donc ça doit dater du mois de juillet ou août à peu près. Le Doubs a disparu. Là aussi, très rapidement, les médias ont relayé en disant on n'a jamais vu ce phénomène. Et en plongeant dans les archives, voilà ce que l'on peut trouver. On est là au niveau donc, de Villers-le-Lac. Et vous avez conservé dans les archives une mémoire photographique qui vous montre que le Doubs, en 1906, était complètement à sec, quasiment. C'était plus qu'un ruisseau qui se situait ici. Donc il y a sans doute une conjonction de plusieurs éléments, puisqu'en juillet dernier, on a parlé aussi d'un phénomène géologique, les inondations qui auraient entraîné les bancs de galets et qui auraient favorisé la disparition des eaux du Doubs, parce qu'effectivement, la Loue, elle, a vu son débit augmenter au même moment. Toujours est-il que cet événement-là prouve qu'on a déjà vécu ce type de catastrophes ou d'extrêmes climatiques. Un ancien témoignait de Villers-le-Lac en disant « Moi, en 1978, je revenais de Morteau et au défilé entre roches, c'était possible de traverser sans risquer de se mouiller. » Et le même ancien de 83 ans, donc de mémoire d'homme, c'est l'expression qui revient systématiquement dans les archives, était capable d'énumérer ce type d'événements au cours desquels on avait traversé à pied le Doubs. Alors voilà, réduit sur un pas de temps beaucoup plus long, même graphique, mais cette fois-ci qui s'applique aux sécheresses, même fluctuation très forte, avec des périodes intenses qui se situent donc plutôt au XVIIe siècle, dans la première moitié du XVIIe siècle. C'est vraiment un paradoxe pour un historien du climat, parce que si vous vous rappelez du graphique d'Aletsch que je vous ai montré, la première moitié du XVIIe siècle, c'est le pire moment du petit âge glaciaire. Donc, ces événements extrêmes nous posent énormément de problèmes d'interprétation. Et là encore, il peut sembler totalement illogique qu'on ait autant de sécheresse à une période qui est considérée par la majorité de la communauté, notamment par les climatologues, comme une période froide, très froide, elle l'était véritablement, les hivers étaient très durs, et particulièrement humides. Pareil, épisode très intense, le début du XIXe siècle, qui est encore marqué, cela dit, par le petit âge glaciaire, et la période plus contemporaine, depuis la fin du XIXe siècle, les années 1900, à nos jours, là encore, pas de signal climatique très très net en matière de sécheresse. Donc nous sommes toujours en Europe. Un exemple, les sécheresses. Donc c'était dans le cadre des travaux que j'avais conduits à l'Université de Genève. Ça concerne les sécheresses à Genève et dans la région de Genève. Elles sont parfaitement enregistrées dans les archives de la ville et les archives les registres des pasteurs aussi, qui est une source absolument magnifique, puisque les pasteurs ordonnaient des pratiques religieuses sur lesquelles on reviendra ultérieurement. Et là, on ne peut pas considérer donc qu'on ait une recrudescence depuis les années 50. Au contraire, le pic se situerait plutôt dans la première moitié du XXe siècle. Autre type d'extrême, les tempêtes forestières. Les tempêtes forestières étaient vraiment très tendance. Dans les années 90 et début 2000, on considérait que c'était la principale menace et le principal indicateur du réchauffement climatique. Aujourd'hui en Europe, on en parle très peu. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis 2011, la tempête Klaus, qui a ravagé les forêts du sud-ouest français, on n'a plus de tempête. Ce que je vous montre au passage, c'est que si jamais on a une rémission dans un événement chronologique, on l'oublie en quelques années. C'est aussi le but de ma démonstration. Je tenterai de vous montrer qu'il n'y a rien de plus relatif que la mémoire. Et le paradoxe supplémentaire, cette mémoire se rétrécit comme peau de chagrin dans le cadre de nos sociétés modernes.
Je travaille sur des sociétés au XVIIe, XVIIIe siècle dont l'espérance de vie est à peu près de 30 à 40 ans, grand maximum. Pouvez-vous imaginer que ces mêmes sociétés, avec une espérance de vie aussi courte, sont capables de conserver la mémoire d'une catastrophe sur des pas de temps de 150 à 200 ans? Aujourd'hui, je vous mets au défi, en tout cas, je travaille dans le cadre de programmes européens, je vous mets au défi de trouver quelqu'un capable de vous parler d'un événement qui se serait produit dans les années 1930-1940. Alors, vous allez peut-être me démontrer le contraire dans le cas suisse, mais je peux vous dire qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, en France particulièrement, les pays méditerranéens particulièrement sont victimes d'une amnésie en matière catastrophique absolument hallucinante. Ça, on le voit très bien dans le cadre des programmes européens. Et là, si on jette un coup d'œil à ce graphique qui reporte selon des indices de sévérité, c'est par rapport à l'échelle de Beaufort, c'est un travail qui a été fait avec des modélisateurs d'extrême et avec l'Office national des forêts. On observe qu'on n'a pas non plus de montée en puissance du phénomène tempétueux dans le courant du XXe siècle, et en particulier dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire la période qui correspond au changement climatique. Deuxième catastrophe qui a marqué les Français, et je reboucle avec la première diapositive, c'est bien entendu cette fameuse tempête Xynthia en 2010, jamais vue, inconnue. Il y a énormément d'hommes politiques français qui se sont ridiculisés à l'époque. On avait un ministre qui dirigeait le département qui était le plus touché, qui a dit non, ça ne s'est jamais produit, je le saurais, je suis là depuis 30 ans. Mais ça vous fait sourire, mais il faut savoir que c'est une réponse quasi automatique dans le discours des décideurs, très très fréquemment. Si vous rajoutez à cela, en tout cas dans une partie de l'Europe, les restructurations dans les administrations avec un turnover, un roulement des chefs de service de l'ordre de 2 à 3 ans, vous comprenez mieux aussi pourquoi même nos institutions publiques en charge du risque perdent cette mémoire en quelques années. Cette affaire de catastrophe climatique, c'est aussi une affaire de mémoire. Donc, le village martyr par excellence, la commune martyr, c'était la Faute-sur-Mer, une trentaine de morts sur un total de 50 décès en 2010. Et là encore, on a dit, on n'a jamais vu ça, etc. Sachant que la commune de la Faute-sur-Mer était une commune qui s'était développée très rapidement à partir des années 1950-60. Que montraient les recherches historiques dans le cadre d'un programme européen qui était intitulé RISKIT? Bien, tout d'abord que le phénomène était loin, très très loin, à l'échelle de la commune seulement, d'être inédit. Simplement, avec des épisodes très très soutenus, de tempêtes à répétition, avec des submersions. J'en veux pour preuve, il suffisait de regarder dans la presse des années 20 ou 1930, toutes ces tempêtes sont enregistrées, diffusées dans les médias. On a des photos qui vous montrent les terrains. Ces terrains-là qui sont inondés sont des terrains agricoles. Ils correspondent au lotissement qui a été submergé dans la nuit du mois de février et où sont décédés plusieurs dizaines d'individus. Que s'était-il donc produit entre-temps? 2 facteurs. Premier, une rémission en termes d'événements. Par rémission, j'entends une absence d'aléas. Et comme on a vu une absence d'aléas, grosso modo, entre les années 1940 et les années 2000, eh bien, on avait fini par oublier le risque littoral. Et ça correspond exactement au stade de développement, d'urbanisation effrénée dans cette partie du littoral atlantique. Parmi les responsables des administrations françaises, personne n'avait souvenir de ces tempêtes. Quand j'ai commencé à en parler, c'était au lendemain dans le cadre de la commission d'enquête, on m'a rayonné et on m'a dit « mais c'est pas possible, nous sommes telle institution française, si ça s'était produit en 1924, en 1937, en 1938, etc., nous le saurions forcément ». Bien non, ils ne le savaient pas. Et c'est après avoir amené ce type d'information, très simple, c'est en ligne, le journal est toujours en ligne, et qu'ils ont commencé à fouiller dans leurs archives, et là, effectivement, ils ont trouvé de véritables mines d'or avec des données instrumentales, etc. Simplement, au sein de ces services, on avait perdu la mémoire de cette menace, de ce risque, au choix pour les termes. Toujours est-il que ce fut un désastre en 2010 pour cette raison en grande partie, c'est-à-dire qu'on a urbanisé sans tenir compte du fait que la mer pouvait aussi tuer, comme le savaient les sociétés littorales anciennes. Contre-exemple total, je vous parle ici d'absence de signal climatique.
Autre type de recherche, conduite avec des étudiants de thèse et de post-doc, sur les cyclones. On en parle beaucoup. Eh bien, dans le cas des cyclones, donc on travaillait dans l'océan Indien et dans les Antilles, manifestement, indiscutablement et scientifiquement, nous avons bien une recrudescence de l'activité cyclonique avec des cyclones de très très grande intensité et bien situés dans ce qui correspond à la phase de changement climatique, c'est-à-dire compris entre 1960, 70 et nos jours. C'est un peu la morale de cette histoire quand je vous disais est-ce qu'ils augmentent ou ils n'augmentent pas. C'est très très difficile. J'aurais tendance à dire, au bout de 10-15 ans de recherche sur ces thématiques, que l'Europe n'est pas forcément concernée par une aggravation. Alors, ce sera peut-être le cas dans 5 ans, je n'en sais rien. Mais en l'état actuel des choses, c'est vraiment très loin d'être net. Que vous preniez les sécheresses, les tempêtes, etc. En revanche, dans d'autres parties du monde, dans l'hémisphère sud, dans l'espace atlantique, si on prend l'exemple des cyclones et des ouragans, ça semble assez évident, probant et peu discutable. Alors, comment réagissaient nos sociétés à l'époque? Est-ce qu'elles subissaient? Grand classique, en tout cas chez mes collègues climatologues, en disant tu ne tireras rien des archives, parce qu'ils considéraient qu'une catastrophe climatique, c'était forcément la faute au bon Dieu, qui punissait les fidèles qui ne vivaient pas chrétiennement, et ainsi de suite. Alors qu'en était-il exactement? Oui, effectivement, on peut parler de stratégie d'adaptation. Ben voilà, la première forme traditionnelle de stratégie d'adaptation, c'est la pratique religieuse. C'est-à-dire que les clergés, qu'ils soient protestants ou catholiques, se déchaînaient contre leurs ouailles qui subissaient les aléas du climat en disant « si ça vous arrive, c'est bien parce que vous êtes de mauvais croyants ». Donc généralement, la technique utilisée chez les catholiques, indémodable, c'est la procession, bien évidemment. Procession religieuse, on pratiquait aussi ce genre de travail de mémoire, réalisation d'ex-voto qu'on retrouve dans tous les pays catholiques d'Europe et du monde. Il suffit d'avoir une paroisse catholique pour retrouver ces fameux ex-voto. Ils commémorent les moments difficiles de la vie et dans cette collection, vous avez une proportion importante d'ex-voto. Il y en a énormément dans le Valais. À propos des avalanches, j'ai pris un exemple de Chambéry, mais on en a aussi beaucoup en Suisse. Ça a un double intérêt, donc religieux, mais aussi pédagogique. Ils étaient installés dans les églises, les gens avaient une pratique religieuse très poussée. Ça signifie que dans les églises, on avait l'opportunité de se remémorer de manière très très régulière l'existence du risque à l'échelle locale. Personnellement, j'y suis très favorable. Alors, sous une forme sans doute sécularisée, mais je pense que c'est aussi une des conditions d'une culture du risque bien comprise et bien pratiquée. Au passage, les protestants, eux, bien sûr, répugnaient à utiliser la procession, qui était vraiment le signe par excellence de l'idolâtrie. En revanche, je peux vous dire que les pasteurs de Genève mettaient au pas leurs ouailles en leur disant « il faut ». Alors, ils les exhortaient, c'est-à-dire qu'ils les invitaient à mener une vie plus chrétienne. Et quand l'événement s'annonçait vraiment très très rude, l'événement climatique, alors là, le coup classique, c'est pas drôle, je pense qu'il valait mieux être catholique que protestant, c'était le jeûne. On jeûnait énormément dans les communautés protestantes à chaque coup du sort météorologique. Vous en avez vraiment des collections et on renouvelle tant que l'événement extrême dure, une sécheresse par exemple, ou des inondations. Au passage, ces pratiques ne sont pas que de l'histoire ancienne. 2 exemples parmi d'autres, mais a priori, j'aurais pu trouver des photos équivalentes pour le Valais. J'ai vu des processions catholiques, il me semble, pendant la sécheresse de 2011. À vérifier ce que je vous dis, mais il me semble bien, parce que c'est pas très loin. Là, c'est en pays catalan français. On a sorti le saint, adapté aux sécheresses, c'est Sant Galdric en catalan, on lui balance un seau d'eau pour le stimuler, et il est censé donc produire de l'eau, ou en tout cas faire venir la pluie. Autre possession dans un autre monde chrétien, c'est le monde orthodoxe, vous devez vous en souvenir, c'est en 2010, quand les forêts russes, la taïga brûlait de partout, Moscou était envahi par un brouillard produit par ces mêmes incendies, eh bien les orthodoxes ont repratiqué la possession. Deuxième type de stratégie d'adaptation beaucoup plus, opérationnelle, c'est le devoir de mémoire. Alors ça, ce que vous voyez là, sont 3 exemples, un Britannique, un Français. On le retrouve pratiquement dans la plupart des sociétés qui n'ont pas été sururbanisées, c'est-à-dire que l'urbanisation n'a pas détruit les repères. Vous les avez généralement dans les endroits stratégiques, les carrefours, les églises. À Cambridge, ce sont tous les collèges universitaires où il y a du public étudiant, avec des repères très anciens qui démarrent au XVIIe, XVIIIe siècle. Les fameuses échelles de crue. Et force est de constater
que dans nombre de pays européens, ces repères ont disparu à la faveur de l'urbanisation de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Autre type de résilience manifeste de la part des communautés anciennes, certes traditionnalistes, conservatrices, etc., c'est l'adaptation des paysages. Alors, je pourrais en énumérer à l'envi, j'en citerai que quelques-uns. C'est par exemple le système bocager comme paysage qui concernait tout l'ouest de l'Europe, qui était parfaitement adapté, les archives en témoignent. Hein. Le système bocager a été créé certes pour favoriser l'élevage parce qu'il y avait une demande urbaine en viande, mais c'est aussi un système paysager qui s'adapte au petit âge glaciaire, c'est-à-dire une pluviométrie plus soutenue, des risques d'inondation plus importants, et on construit un bocage avec des haies, des fossés, etc., qui compartimentent et emprisonnent l'eau à chaque catastrophe. Je ne sais pas si vous suivez un peu les actualités françaises, mais il y a eu de grosses inondations il y a quelques années en Bretagne. Les gens, les Bretons d'origine, ont dit mais si ça coule aussi vite, c'est primo parce qu'on a urbanisé, bitumé, c'était la vérité, mais c'est aussi parce qu'en amont, on a débocagé. Au nom de la révolution agricole de l'après-guerre, on a incité tous les paysans à arracher les réseaux de haies. On retrouve ça aussi en Grande-Bretagne. Les Britanniques reviennent à l'ancien système, et pour cause, ils ont aussi un gros risque. Le littoral, quelques principes de précaution élémentaires que respectaient à la lettre les populations de bord de mer, à la lettre jusqu'aux années 1900, 1950. Première chose, on ne s'installe pas à proximité immédiate du trait de côte. Amusez-vous, vous en trouverez sur des sites français comme Gallica de la BNF, il y a beaucoup de cartes anciennes, mais faites le test. Hein. Vous regardez les anciennes cartes marines, vous verrez les implantations sont toujours à minima à 1 km, 2 km du trait de côte. Vous avez de l'habitat sur la plage ou à proximité de la plage, dans les dunes, mais c'est de l'habitat ponctuel qui est lié aux travaux des pêcheurs, qui ne résident pas en permanence. Quand vous présentez ça à des élus du littoral, ils n'apprécient absolument pas. Revenons à La Faute-sur-Mer. Voilà La Faute-sur-Mer, donc dans les années 1880-90. En fait, l'urbanisation s'est prudemment repliée derrière un cordon dunaire littoral, derrière un cours d'eau, un fleuve, à l'Aiguillon-sur-Mer. Et au début du XXe siècle, il n'y a pas d'urbanisation à La Faute-sur-Mer. Que fera-t-on par la suite? On va détruire ce cordon dunaire, construire une digue. Il y a aussi la responsabilité des ingénieurs qui vont... La République française va devenir, mais comme beaucoup d'États européens, la République française va devenir avant toute chose une république des ingénieurs, des polytechniciens, des centraliens, des gens des ponts et chaussées. Et on va voir donc progressivement un choix, en tout cas émerger, un choix politique qui est celui des défenses en dur. On va construire le lotissement derrière, en dessous du niveau de la mer, sans imaginer que la mer puisse rentrer par le fleuve et envahir par derrière. C'est ce que j'appelle moi le syndrome de la ligne Maginot. Qui est quand même très traumatisant pour nous, Français. D'autres systèmes aussi ingénieux, les fameuses écluses à poissons sur les littoraux européens, les populations locales pêchaient en fabriquant des espèces de nasses en pierre ou en bois qui servaient donc à capturer le poisson à marée basse. On fermait le bout du triangle que vous voyez ici, là, et cet ouvrage, les archives en témoignent, servait aussi à modérer la puissance de la houle lors des tempêtes. Qu'a-t-on fait à partir des années 1850-1900? On a de manière méthodique détruit toutes ces écluses à poissons sur les littoraux européens parce que ça gênait la navigation, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on envisage d'engouffrer des millions pour reconstruire des ouvrages de défense immergés. Donc, en guise de conclusion, j'espère vous avoir montré que, premièrement, l'histoire n'est pas une panacée. L'histoire n'apporte que de la complexité par rapport à cette histoire de fluctuation climatique et pas seulement changement climatique. C'est-à-dire qu'elle témoigne dans certains cas d'une dégradation très nette à partir des années 1950 et dans d'autres cas, ma foi, elle laisse véritablement perplexe. Au-delà, ce que montre aussi l'histoire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les catastrophes, pour lesquelles on affirme de manière systématique qu'elles augmentent. Je pense que c'est le produit d'une mauvaise interprétation. Ce qui augmente véritablement, quand vous regardez les courbes sur les catastrophes, je vous renvoie au graphique produit par l'UCL, l'Université catholique de Louvain. Ils ont un centre de recherche dédié aux catastrophes. Et ils ont une courbe superbe qui est souvent utilisée par les médias en disant « Regardez, la preuve est faite ». Et la courbe explose à partir des années 50-60. Ce qu'ils omettent de dire, ou en tout cas ils n'ont pas pris le temps de regarder, c'est que le GRED travaille sur les dommages, l'endommagement. C'est-à-dire qu'il établit ces graphiques par rapport aux contrats d'assurance. Or, la couverture assurantielle, pour travailler beaucoup avec des assureurs,
elle se développe surtout à partir des années 60, 70, 80. Donc, arithmétiquement parlant, on a forcément une augmentation. Et, quoi qu'il en soit, on mesure la vulnérabilité, c'est-à-dire l'exposition de nos sociétés au risque. C'est le troisième point, et j'en finirai par là, en citant un de nos glorieux philosophes, Rousseau, qui à propos du tsunami, c'est pas du climat de Lisbonne, disait donc à Montesquieu, mais finalement la plupart de nos mots physiques sont encore notre ouvrage, et dans les lignes qui précèdent cette déclaration, il dénonce l'urbanisation littorale avant l'heure. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition, je crois, après la communication de ma collègue. Merci.